Justement, en parlant du terrain, j'ai une question très très applicative. Moi, je suis doctorante et je développe en ce moment un jeu sérieux de rééducation que je vais tester sur des enfants en passant par le CPP, etc. Et du coup, là, vous rajoutez, entre guillemets, une petite règle où, du coup, je me demande ce que vous entendez par traitement algorithmique, parce que moi, dans mon jeu sérieux, il y a des données qui sont acquises, en l'occurrence des données de marche, donc vitesse, accélération, longueur de pas, etc., mais donc du patient. Donc ça veut dire que je suis en obligation de l'informer sur le fait que le jeu qu'il est en train d'utiliser contient de l'IA, quoi, en gros. Bah, en fait, vous avez compris. Donc, voilà. Mais par contre, ce que vous avez compris aussi, c'est que le droit ne vous prescrit pas comment il faut l'informer. Donc là, dans un cas comme ça, là aussi, faisons de la construction de régulation positive un instant. Donc je comprends que votre jeu, votre Serious Game, est-ce qu'il s'incorpore directement à la prise en charge du patient avec des visées préventives ou diagnostiques? D'accord, donc on est dans un cas où il faudra avoir une information qui participe de sa prise en charge et proportionnée en fonction de la densité de la construction algorithmique qui équipe votre jeu sérieux, mais aussi peut-être de la profondeur prescriptive de cette solution dans les orientations de prise en charge. Plus on sera sur quelque chose qui contraint en pratique l'orientation des professionnels de santé, sans doute plus il faudra le dire. Euh, oui, oui. Oui, 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 oui. Et puis il faudra mettre en place un mécanisme de suivi en vie réelle, une fois que votre jeu sera autorisé, mis sur le marché, selon des modalités. Alors là, le droit s'arrête là, mais là, c'est plutôt la reco de bonne pratique, selon des modalités qui, évidemment, gagneront à incorporer à la fois des professionnels de santé, mais aussi des patients. Et là, mais je pense que vous seriez arrivé à cette conclusion tout à fait spontanément sans moi, hein. Vous auriez mis en place un groupe d'utilisateurs, vous auriez fait un process de suivi, enfin, vous auriez mis en place une démarche qualité, quoi. Donc, vous voyez, les principes que je viens de poser, c'est franchement de l'enfonçage de porte ouverte et du gros bon sens vu d'ici. Simplement, ces principes-là ne sont pas de bon sens partout. Donc le fait d'en faire des standards internationaux et de porter ce discours-là est aussi une manière de créer de la compétitivité pour nos concepteurs d'IA en France et en Europe. Moi, j'ai juste une petite question, une précision. Est-ce que la loi précise ce que c'est que l'IA? Oui, alors, oui ou plutôt non. Oui ou plutôt non. En fait, la loi parle d'algorithme et en fait, c'était. Alors, on est entre nous, hein, fermer les micros, fermer les enregistrements. Au début du processus, je plaisante. Au début du processus, il y avait des velléités. Alors moi, je suis juriste, j'étais directeur d'hôpital, ça me rachète un peu. J'étais énarque, là, ce qui m'enfonce. Et donc en fait. Ouais, mais donc du coup, si pour montrer que en fait, sur le fond de la matière, bon, je les avais fait un peu numérique quand même, mais sur le fond de la matière, je connais pas le truc. Donc, je sais pas si vous avez remarqué les énarques qui parlent ou les juristes qui parlent d'IA. En général, ils utilisent des notions qu'ils comprennent pas, explicabilité, transparence, et pour bien montrer qu'ils les comprennent pas, ils les utilisent en général en anglais. Ça fait explainability, transparency. En fait, le truc, c'est qu'il faut l'utiliser 15 fois dans la même phrase pour montrer qu'on comprend le point. Donc, quand on ne comprend pas la matière, en général, on est tenté de poser des définitions. Et il y avait de très très grandes velléités au début du processus de révision de la loi de bioéthique, d'incorporer dans la loi de bioéthique une définition de l'intelligence artificielle. Et ça aurait été une horreur absolue. Vous imaginez que le législateur français, un pays, définisse dans la loi de bioéthique un objet, un concept aussi général que l'intelligence artificielle. Je suis sûr, connaissant la machine, la technostructure administrative et sa créativité, qu'on aurait eu après une définition de l'IA dans le domaine des transports, une définition de l'IA en motoculture, évidemment à chaque fois spécifiquement française et non transposable au niveau européen. Donc on s'est résumé à l'application d'algorithmes dans la prise en charge. Je pense que c'est une bonne approximation sous votre contrôle. Est-ce que pour autant ça sature le débat d'une définition juridique de l'IA? Est-ce que ça sature le débat? De mon point de vue, ça le sature juridiquement. Par contre, ça ne le sature pas du tout en pratique. Et là, c'est là où on arrive dans l'éthique appliquée. Du point de vue du droit, les choses sont claires. L'IA est un DM, un dispositif médical. C'est la Cour de justice qui l'a posé. Donc, à partir du moment où on a un dispositif médical, il suit le régime juridique des dispositifs médicaux.
Est-ce que pour autant, il faut avoir une variation de l'intensité de la régulation en fonction de la nature du traitement algorithmique? Là, ma réponse est oui. Et ça, ce sera aux spécialistes de le définir, quoi. C'est une vision très court-termiste quand même. Hein. Ah oui, ça j'en conviens. Hein. J'en conviens. L'idée, le sens de la régulation était précisément de définir un mécanisme qui ne soit pas un mécanisme bloqueur du développement de l'IA, étant entendu, et c'est ça l'autre message de la régulation positive, c'est ça le sens de ce qui se passe dans le comité d'éthique du numérique, c'est qu'il faudra avoir une régulation continue pour ajuster le dispositif en fonction du développement de la technologie. Mais vous voyez, si on avait pris l'attitude inverse, c'est-à-dire en gros 1 mètre cube de définition de l'IA et 15 décrets, 8 arrêtés, on aurait été exhaustif juridiquement. Par contre, on était sûr aussi qu'il n'y avait aucune IA de diagnostic médical qui se déploierait en France et qu'on aurait dû tout importer des États-Unis ou de Chine dans des conditions dont on ne pourra pas garantir le caractère éthique a priori. J'avais une question très précise à vous demander. Vous avez parlé d'information élargie pour le patient et donc avec son corollaire, le consentement. Est-ce que ce consentement doit être écrit ou pas ? Vous avez bien compris que ça se définira en pratique. Vous avez à peu près une trentaine d'années de jurisprudence sur la recherche du consentement du patient, précisée depuis la loi Kouchner du 4 mars 2002, qui définit quand est-ce qu'il faut rechercher le patient, quelles sont les modalités d'information, définissant des proportions en fonction d'une règle de proportionnalité en fonction de la gravité du traitement, de sa complexité. Il n'y a pas de raison de voir l'IA différemment à partir du moment où on considère que l'IA n'est pas un objet en soi, mais une modalité de prise en charge, un outil au service de la thérapeutique. Et je pense que quand on pose ça, on n'est plus juste qu'en posant l'inverse. Je voudrais, après toutes ces considérations un petit peu abstraites pour moi, je voudrais revenir à des conceptions un peu de base pour le chirurgien pratique, de base pratique pour le chirurgien que je suis. Et lorsque je vais avoir en face de moi, je vais prendre un cas concret, une patiente qui a un cancer du sein et où on aura eu des algorithmes de décision qui auront défini le type de traitement qu'il fallait appliquer. Chimiothérapie, puis radiothérapie, tout ce que vous voulez, dans tel ou tel ordre, et où je suis donc le chirurgien en face de cette patiente et où je pense, en fonction de sa psychologie, que je voudrais adopter un autre mode d'approche thérapeutique. Et que, par malheur, ça ne marche pas bien, la patiente évolue mal. Est-ce que je vais, et là va intervenir le juridique et l'information, est-ce que je vais pouvoir, vous riez déjà, j'ai vu, est-ce que je vais pouvoir être poursuivi pour ne pas avoir suivi le protocole thérapeutique qui m'a été imposé par l'intelligence artificielle. On peut le transposer dans tout. Je profite d'avoir le micro pour vous interpeller sur le problème des robots affectifs comme ça. Je crois qu'ils ne font que démontrer que finalement, quelque part dans la vie, il vaut mieux faire semblant d'aimer que d'aimer réellement, et que les personnes en face est beaucoup plus sensible à quelqu'un qui fait semblant de l'aimer qu'à quelqu'un qui l'aime réellement. C'est une petite aparté philosophique. C'est pas du tout philosophique, hein, ça, pour moi. C'est un constat négatif, je ne sais pas pourquoi. Un petit mot de droit, vous voyez, c'est là qu'on voit l'intérêt de ne pas en mettre trop de spécifiques sur l'IA. C'est qu'en fait, finalement, la question d'en droit se pose dans les mêmes termes que vis-à-vis d'autres technologies. Je ne sais pas si vous utilisez des bistouris électriques ou mécaniques. J'imagine que vous avez des ventilateurs mécaniques quand vous intervenez en contexte de bloc opératoire. Le juge vous reprocherait de ne pas avoir recours à une innovation technologique nécessaire dans le cadre de l'obligation de moyens que vous mettez en œuvre dans la prise en charge du patient. Donc, maintenant, quand on applique le sujet à l'IA, ce cadre d'analyse-là est pertinent, reste pertinent. Par contre, il faudra bien mesurer que l'intensité de l'obligation de moyens peut sans doute varier. On arrivera, vu le niveau de performance de l'IA, notamment sur le terrain du diagnostic et de la reconnaissance d'images, c'est là de loin le terrain d'application la plus mature, à des niveaux dans lesquels
peut-être demain, à quelle échéance, j'en sais rien, le juge considérera que telle ou telle norme algorithmique deviendra en fait un standard quasiment opposable, sauf à aller rechercher une responsabilité faute de mise en œuvre de l'obligation de moyens. Je ne sais pas si vous me suivez. En fait, en gros, le cadre reste le même. Simplement, il faudra se tenir au courant de l'évolution technologique, de la construction jurisprudentielle. C'est peut-être un peu insécurisant. À vrai dire, je ne crois pas trop, parce que de l'autre côté, le déploiement de l'algorithmique va sécuriser de beaucoup l'exercice médical sur certains points. Et les assureurs de risque médical s'en réjouissent en termes d'évolution à la baisse des primes susceptibles d'être demandées aux professionnels, parce que ça permettra de mieux standardiser les choses. Par contre, il y a un vrai enjeu que vous avez tracé, que j'ai essayé d'évoquer, mais peut-être pas suffisamment, qui est la préservation de l'esprit critique du professionnel à l'heure de l'IA. Et il faudra définir des modalités de protection de cet esprit critique contre une automatisation un peu bas du front des prises en charge. C'est le sens de la garantie humaine, c'est le sens notamment de la téléexpertise de garantie humaine. Mais c'est pour ça qu'il me semble qu'il manque un niveau dans ce que vous expliquez, c'est le niveau d'expérimentation que doit avoir le praticien. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il faut construire des benchmarks. On est en train de nous parler d'algorithmes qui seraient robustes, mais qu'est-ce que c'est qu'un algorithme robuste ? C'est avant tout avoir un panel aller aux frontières, si vous voulez, de l'utilisation de la machine. Et ça, avec un bistouri électrique, je pense que c'est plus facile qu'avec une machine qui a de l'IA. Et donc, en ça, il y a un delta vraiment important, il ne faudrait pas cacher. Et qui va construire ces façons d'évaluer les systèmes avec des benchmarks, donc avec un grand nombre de possibilités. Comment les gens, entre eux, différents praticiens, vont échanger ces données? Est-ce qu'il y aura des standardisations sur ces pratiques d'évaluation? Elles seront sûrement dynamiques aussi. Donc c'est un peu comme, si vous voulez, votre voiture, vous l'emmenez au garage pour vérifier le bon fonctionnement de la voiture. Et ils vont faire un certain nombre de tests. Sur ces outils-là, il faudra faire un certain nombre de tests aussi, tous les X temps, qui vous préserveront de ces problèmes juridiques aussi, parce que ça aurait fait au maximum de ce que vous deviez faire vis-à-vis de cet outil, il me semble. Moi, je suis un petit peu étonnée de votre discussion parce qu'en fait, il y a une relation thérapeutique qui se lie entre le patient et le praticien et les traitements se négocient, se discutent, les solutions, les alternatives, les prises de risques. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Belgique, de plus en plus, les hôpitaux sont accrédités. Ça veut dire qu'il y a une série de procédures qui sont mises en place et notamment le respect des droits du patient qui appelle justement à ce qu'il y ait des documents écrits de consentement éclairé. Et donc là, voilà. Mais mon intervention vous laisse poser sur autre chose en fait. Je suis très triste au terme de cette journée parce que je constate que toute cette technologie mène à une décapacitation relationnelle et émotionnelle de la société et que cette décapacitation est instrumentalisée pour nous vendre des robots et des tas de choses alors que la cohésion de notre société devrait être investie et on devrait investir dans l'humain, me semble-t-il, au lieu d'investir autant dans la technologie. D'autant que nos ressources énergétiques ne nous le permettent pas. Pourquoi ne pas investir dans l'humain ? Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a sidérée au terme de cette journée. Par ailleurs, je vous remercie tous parce que ça a été très, très riche en enseignements. Être confronté à des schémas de pensée différents, je crois que ça peut que nous enrichir. Mais attendez, madame, si on considère l'humain pour aider quelqu'un qui est âgé, d'abord les pourcentages de gens qui auraient besoin d'aide d'humains vont augmenter. Vous êtes d'accord avec ça? Dans les 10 prochaines années. Je ne vais pas vous enfoncer les... Enfin, Oui, attendez, deux secondes. Pour s'occuper d'une personne à temps plein, combien il faut de personnes à temps plein? Il en faut 4, je sais pas combien, il en faut 5. Comment on va faire dans la société pour s'organiser pour avoir 5 personnes qui sont auprès de chaque personne? D'autre part, mais non, attendez. Bon, j'ai quand même un peu réfléchi aussi à ce truc-là. Je pense que les robots, c'est pas des ennemis, c'est justement des choses que l'on fait, nous, humains, pour aider à l'utilisation. C'est pas parce que je vous ai montré une dérive au Japon, etc., que j'ai voulu montrer que c'était négatif. C'est juste qu'il faut prendre le contrôle de ces choses-là, et comme on le fait sur la médecine, c'est l'humain qui contrôle. Mais à part ça, on peut en tirer des bénéfices pour
pour l'entraide et pour l'aide aussi aux personnes âgées qui ont besoin d'une certaine dignité, d'un respect, de je sais pas. Moi, je sais pas si âgé, j'aurais envie d'être déshabillé par des gens. Peut-être que un robot fera l'affaire. Vous voyez, dans la dignité humaine, il y a le respect aussi de soi et son environnement. Et je pense que des machines comme ça, il ne faut pas les jeter comme ça sans penser à ces dimensions-là. Mais je suis fondamentalement d'accord avec vous que l'humain est au centre. Mais soyons un peu... Quels sont vos conflits d'intérêts? Quel conflit d'intérêts? Quels sont vos conflits d'intérêts dans cette discussion? Parce que la dignité que vous me décrivez n'est pas celle que je vis avec mes patients. De quoi vous me parlez, madame? Je suis chercheur et professeur à la Sorbonne. C'est quoi mes conflits d'intérêts? Je vous parle en tant qu'humain de mon engagement pour travailler sur l'explication de ce qu'est l'éthique et ce que sont ces systèmes qu'on utilise dans les robots. Qu'est-ce que c'est mes conflits d'intérêts, s'il vous plaît? Je ne supporte pas ce genre de questions. Alors, non, mais quand on fait une discussion éthique, il faut partir de la bonne foi des différents interlocuteurs, qui est vraiment le fondement de la discussion. Et moi, ce que je vois comme opposition entre vous, c'est par exemple la question de la dignité. Qu'est-ce que la dignité? Vous ne l'entendez pas, peut-être pas de la même façon, mais peut-être que si, finalement. Et on pourrait en discuter pendant des heures, et malheureusement, le temps file, mais c'est une discussion qu'on pourrait mener sur le terrain dans un EHPAD et qui serait vraiment passionnante, quoi, sur quelle est la conception de la dignité, comment on utilise ce robot, quelle est la limite de l'utilisation de ce robot, quelle est la pratique thérapeutique, est-ce que l'utilisation du robot est accompagnée par un humain ou pas, quelle est la définition de l'intimité. C'est des questions qu'il faut traiter de manière très précise avec des études de cas, et c'est ce qu'on fait pour le coup à l'espace éthique. Je pense que c'est ce que vous faites dans vos expérimentations également. C'est complètement ça, et on le fait toujours avec des gérontologues, accompagnés par les personnes qui sont au plus près, et en discussion avec des patients. Et encore une fois, j'ai aucun intérêt dans cette histoire, d'accord? Donc le respect des autres, c'est aussi de planter le décor, d'accord? Donc ici, moi, je viens sur mon temps pour expliquer des choses, je ne m'attends pas à ce qu'on me serve ce genre de remarques. Disons quand même, enfin, je peux comprendre ton agacement, mais en même temps, je pense que ça pose aussi des vraies questions quant à l'indépendance des recherches. Je suis moi-même chercheur et ce sont des questions qui se posent. J'ai des collègues dans mon équipe qui travaillent avec la DGA, avec Thales, avec Airbus. Je connais des collègues qui font des armes. D'accord ? Il faut comprendre aussi cette situation, cet écosystème. Et il y a, je pense aussi, un point très important depuis le début. Quand on parle d'IA, il y a beaucoup de confusion avec les algorithmes d'apprentissage artificiel. Donc on va parler de machine learning ou de choses comme ça. Mais quelle est leur vraie spécificité ? Parce qu'ils ne sont pas nouveaux, c'est exactement ce que tu as dit. Il n'y a rien de nouveau à tout ça, mais ce qui a changé, à mon sens, c'est la masse de données disponibles, masse qui représente une manne d'argent considérable pour ceux qui la possèdent, et que toute une des questions qu'on se pose actuellement, et que tu en as parlé un peu en disant, on veut faire de l'éthique, mais on ne veut pas bloquer non plus les développements technologiques. Et moi, c'est une question que je me pose souvent, c'est ça veut dire quoi, bloquer les développements technologiques, concrètement? Les bloquer pour qui? De qui? Les développements qui ont été faits par qui? Pour qui? Voilà, c'est ce genre de questions. Et je pense qu'il faut qu'on se les pose à un moment donné. Ce matin, on parlait un peu que ça manquait d'aspérité. Je crois qu'il y avait des gens qui ont dit qu'il fallait on frotte nos cerveaux les uns contre les autres. Et je pense que ça aussi, c'est important qu'on mette, qu'on mette ça en jeu à un moment donné. Et c'est vrai que la question de l'apprentissage, on a des masses de données et on s'en sert, on s'en sert pour construire des modèles parce qu'on a peut-être la fainéantise de les construire par nous-mêmes, ou on s'en sert à partir des données captées par d'autres. Voilà, il faut se poser cette question-là. Je pense à un moment donné, c'est très, très, très important. Alors, cela étant dit, il est clair que toute cette réflexion se mène dans le cadre d'un modèle économique. Et ce modèle économique, il est sous-jacent à tout le débat. Évidemment, on invente des moyens technologiques pour traiter des données, mais quand il s'agit de l'interaction avec les êtres humains, il y a des choix qui sont faits, qui peuvent ne pas être faits. On a évoqué, par exemple, le cas de la justice. Dans le groupe d'experts européens dont je fais partie, qui a élaboré des recommandations sur l'éthique de l'intelligence artificielle, il a été question de savoir si l'intelligence artificielle devait être imposée dans la mesure où, justement, c'était
l'utilisation du meilleur moyen possible, que ce soit dans le domaine médical ou ailleurs. Et notre conclusion a été d'éviter cela. D'abord, il faut le prouver, c'est-à-dire qu'il faut comparer à d'autres moyens. Et ça, c'est loin d'être vrai. Et il faut le prouver de plusieurs manières, parce que les conséquences de la non-utilisation d'une technologie doivent être comparées aux conséquences catastrophiques possibles de son utilisation. Or, typiquement en intelligence artificielle, dans les systèmes apprenants plus exactement, quand on dit le système est précis à 95%, qu'est-ce que ça veut dire 95%? Ce n'est pas comme les autres systèmes où on dit que ça fonctionne à 95%. Ça signifie que dans 5% des cas, le système peut fournir n'importe quoi comme réponse. Et que ce n'importe quoi peut avoir des conséquences catastrophiques. Donc, essayer de faire la part des choses, et c'est pour ça que je parlais de certification, est extrêmement délicat. Et donc l'obligation de moyens, je pense, devra être regardée à la loupe avant vraiment de dire qu'il faut imposer l'utilisation d'un système d'intelligence artificielle. Et ensuite, madame, est-ce que c'est les êtres humains qui vont s'occuper des vieux ou est-ce que c'est les machines qui vont s'occuper des vieux? Pour moi, c'est une question de modèle économique et donc éthique de notre société qui vaut un débat en soi, un débat un débat citoyen qui évidemment n'est pas proposé en général. C'est justement le débat sur le vieillissement qu'on a eu il y a très peu de temps à l'Espace Éthique, et vous pourrez revoir, si ça vous intéresse, les vidéos sur notre site internet.